Cher Istovor, bien bonjour. Avant le début de cet épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à apprécier par le fait même les vidéos. Grâce à vous, j'explore de nouveaux contenus et nouvelles séries. J'espère que nous pourrons continuer dans cette voie pendant quelques temps et d'ici là, je vous souhaite un bon épisode. Dans cet épisode, nous quittons la Grèce antique en direction de l'Italie dans la région de la Toscane. Nous sommes à ce moment en 1452 dans la petite ville de Vinci. Né d'un notaire et d'une paysanne, l'héros de cet épisode se retrouve à être élevé par sa famille paternelle loin de sa mère. Très vite, le jeune homme se passionne pour la vie et tout ce qui l'entoure. Il devient alors un fin observateur et dessine tout ce qu'il voit. Les plantes, les animaux, la nature, bref, tout ce qu'il voit. Lorsqu'il est âgé de 15 ans, l'adolescent devient l'apprenti chez un artiste et artisan renommé Florentin, Andrea del Verrocchio. C'est sous la tutelle de cet homme que le jeune homme apprend des techniques de peinture, à fondre du bronze et à sculpter le marbre. Au cours de sa vie, on lui aura attribué 19 œuvres peintes. Il identifiera d'ailleurs son style par l'utilisation des ombres et de la lumière. Mais ce qui rendra ses peintures vraiment uniques, c'est son utilisation de la technique de la fumée. Toujours dans le but de perfectionner ses talents artistiques, notre protagoniste s'initie à l'anatomie en disséquant des cadavres afin de comprendre les subtilités du corps humain, afin de recréer des dessins plus réalistes. Il étudiera également la botanie dans un but similaire. Petite particularité intéressante, si pour la grande majorité des gens comme vous et moi écrivons de gauche à droite, ce n'était pas le cas du jeune artiste. En effet, dès son plus jeune âge, celui-ci, étant apparemment gaucher, aurait adopté l'écriture spiculaire, c'est-à-dire de droite à gauche. De ce fait, il est difficile de lire ce qu'il est inscrit à moins de le mettre face à un miroir. Toujours lié à ses notes, il transcrira ses idées, des croquis, des observations et encore plus dans des journaux durant toute sa vie. Si aujourd'hui une grande partie de tous ces manuscrits ont été perdus, certains sont répartis entre la ville de Paris, de Milan, de Londres, de Turin, de Madrid ou encore de Los Angeles. Au début de sa carrière, le jeune homme sera au service de Laurent de Médicis, gouverneur de la ville de Florence à cette époque, avant d'être plus tard dans la cour de Ludovic Sforza pendant près de 17 ans. Il travaillera même en tant qu'ingénieur militaire pour le féroce Cesare Borgia avant d'être aux côtés de François Ier. En effet, si on peut penser que l'homme de la petite ville de Vinci s'est limité à l'anatomie, à la peinture ou à la botanique, ce serait se mettre un doigt dans l'œil jusqu'à la gorge. Car dans les faits, il a touché à bien plus que ça. L'astronomie, la géologie, la mécanique, l'hydraulique, les mathématiques en passant par l'optique et finalement l'acoustique. Dans les faits, il fut l'incarnation d'un génie universel. Fasciné par l'idée de voler, notre cher touche-à-tout observa longuement et dans toute sa complexité le vol d'oiseaux. Il mit alors diverses machines volantes, mais sans réel succès faute d'énergie suffisante pour pouvoir voler. Comme si cette idée n'était pas déjà colorée pour l'époque, il imagine également des moyens de marcher dans et sur l'eau. Il passe par des flotteurs, des bouées de sauvetage, par des gants palmés pour finir par un possible scaphandre. Il réfléchit même à un pont pivotant. Je pourrais vous parler pendant des heures rien que de cela, mais passons à autre chose. Les engins militaires. Les engins militaires? C'est pour moi ça. Bonjour à tous, je suis le propriétaire de Âme Historique. Comme son nom l'indique, je parle d'histoire sur cette chaîne. Avant de parler ingénierie, il faut avant tout replacer l'Italie de la Renaissance dans son contexte sociopolitique. Il est important de savoir que l'Italie est divisée en une multitude d'États indépendants, et que ceux-ci adorent se taper sur le crâne. Cela, et sans parler des revendications territoriales, notamment celles faites par la France. Dans cette optique, la guerre est quasi inévitable, et même si cela dégoûte profondément notre héros, il ne peut décevoir ses commanditaires. Il réfléchit donc à diverses machines, que ce soit le canon en orgue rotatif, l'arbalète géante ou même des chars d'assaut. L'inventeur laisse aller son imagination comme jamais. C'est d'ailleurs Cesare Borgia qui sera le plus intéressé par ces innovations. Merci à toi, cher camarade, de m'avoir fait apparaître dans ta vidéo. Je te redonne la place. Merci, chers camarades, et je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne afin d'explorer d'autres sujets tout aussi passionnants.
Comme si notre protagoniste n'avait pas déjà une vie bien remplie, il se pencha également sur l'architecture et l'urbanisme au cours de sa vie. Finalement, il apprendra la musique et s'initiera aux contes et aux fables. À l'âge de 64 ans, il se voit proposer par le roi de France, François Ier, de venir vivre au manoir du Clos, aujourd'hui le château du Clos-Lucé. Le 2 mai 1519, âgé de 67 ans, l'homme qui aura tout fait, tout observé, connu le succès comme l'échec, l'homme encore aujourd'hui représentant l'incarnation elle-même d'une période de redécouverte et d'expérience, mourra. Cet homme fut Léonard de Vinci. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Comme à l'habitude, je vous invite à partager, à liker un maximum, et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.